Justine Balzac, c'est ton vrai nom, Balzac? Oui, c'est Caslab, en fait, c'est Balzac à l'envers. Ah, ok. Ah. Et girl, on en avait marre de voir du contenu de vulgarisation sur les NFT qui commençait par Hey Bro. Alors, on a tout simplement décidé de créer une autre. Moi, c'est Jessie et je suis la fondatrice de la startup Art from Future qui a pour but d'éduquer les artistes dans le Web3 et de les aider à réussir dans l'univers des NFT. Et moi, c'est Agnès et je suis la fondatrice de Art Girls, un projet qui soutient les femmes et notamment les artistes femmes dans l'univers du Web3 et des NFT. Et aujourd'hui, on a une invitée spéciale qu'on avait absolument envie d'interviewer qui s'appelle Caslab et qui en gros se présente comme une showgirl et une muse d'artiste dans le Web3. Salut, alors moi c'est Caslab. Ça fait 5 ans que je fais de la musique, bientôt 3 ans que je suis dans le Web3. Je fais partie de Genius Corp, qui est un incubateur d'artistes. Et j'ai commencé les NFT lors du début du confinement avec Lulu XXX en collaborant pour des NFT. Et donc, je me suis un peu autoproclamée crypto-modèle parce qu'on me demandait ce que j'y faisais. Et vu qu'au début, personne connaissait, c'était un peu complexe. Voilà. Et de là, j'ai commencé à y introduire ma musique. Et depuis, je dirais 6 mois, je fais partie du crew Cult of Crypto Art, qui a dedans une branche de musique où on est 4 artistes avec Basilus qui manage un peu le crew. Et puis, voilà. Là, Et du coup, justement, c'est quoi une crypto-modèle? Parce que c'est vrai que moi, la première fois que j'ai entendu ce terme, et je ne sais pas si c'est pareil pour toi, Jessica, mais c'était justement au Mocha, la toute première fois que je t'ai vue, et où justement tu t'expliquais que tu venais de faire une interview et que tu venais d'expliquer que tu étais crypto-modèle. Bah, Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus en quelques mots? ce qui s'est passé vraiment lors de ce MoCA, c'est que je devais être exposée avec une collab de Lulu. Ok. Et donc, je fais partie de la collection comment il s'appelle-t-il déjà? Benoît. Benoît, voilà, pardon. Et en fait, en arrivant, je n'étais pas exposée. Et j'étais un peu deg parce que j'avais envie un peu de faire un show devant. Et je suis arrivée. En fait, c'était un NFT de Gainsbourg, donc j'avais un peu le seum, j'avoue. Et de là, j'ai vu qu'il y avait un journaliste. Et je me suis dit, il faut absolument que je me fasse un peu, enfin, qu'on sache que j'étais là. Alors, je suis allée le voir. Donc, lui, il interviewait tous les artistes. Et vu que Lulu n'était pas présente et que je la représentais un petit peu, enfin, elle Mhm. m'avait dit, va voir pour moi. Je suis allée le voir et je lui ai demandé tout simplement, est-ce que tu sais ce que c'est une crypto-modèle? Il m'a dit, non. Et je lui ai dit, voilà, en fait, c'est que je fais des photos pour des artistes NFT. Et ensuite, en fonction de ce qu'ils veulent. Donc, en l'occurrence, Lulu, ça a vraiment été la personne avec qui j'ai le plus travaillé. Là, ça fait vraiment depuis les débuts, donc 2020, confinement, donc c'était mars, un truc comme ça. Elle m'a trouvée sur Instagram grâce à Genius Corp. Parce que j'ai souvent fait des clips seule. Et c'est vrai que c'était pas classique de faire ça avant le confinement, de faire de l'art tout seul chez soi avec juste plusieurs caméras, faire du montage un peu rapide, enfin voilà, sans passer par des gros réalisateurs. Et elle a contacté Genius Corp en disant, hey, j'aime bien cette vidéo, est-ce que tu crois que tu pourrais me mettre en contact avec cet artiste? Et vu que lui, il était déjà dans le Web3, il s'y intéressait déjà. Parce que d'ailleurs, il a fait il a créé une exposition dans Crypto Voxel, musique et blockchain, voilà, c'est vraiment, faut aller voir, c'est incroyable. Et donc de là, j'ai été mise en contact avec Lulu et on s'est super bien entendu. Après, il faut savoir, Lulu, je ne sais pas à quoi elle ressemble, hein, ça fait longtemps qu'on communique, mais je ne sais rien d'elle. Enfin, je sais d'elle, mais je ne sais pas à quoi elle ressemble.
Et on a commencé à travailler ensemble. Et vu que ça a marché, on a fait des grosses ventes dans les débuts. On a continué. Et puis ensuite, chacune a pris un peu ses... On s'est pas séparés, mais vu qu'elle avait beaucoup de commandes de son côté, et puis moi j'ai commencé à faire de la musique, du coup en fait, mais on est toujours en relation, on va refaire d'autres collabs d'ailleurs. Il y en a une autre qui est sortie sur Object, je crois. Je suis pas sûre, mais il faudra que je vous l'envoie. Ouais. Et donc voilà, ça a commencé comme ça. Et donc crypto-modèle, c'était juste vraiment un terme pour pour un peu, comment dirais-je, me définir dans le milieu, parce que j'étais ni collectionneuse, ni créatrice d'œuvres, et en fait, j'étais un entre-deux. Tout ça. Voilà. En fait, parce que tu as commencé dans les NFT en étant, entre guillemets, modèle pour le luxe. Et ce qui est hyper marrant, c'est que c'est vraiment un mystère, en fait, cet artiste. Personne ne sait qui c'est. Donc, c'est un peu improbable, je trouve, qu'elle t'ait trouvé comme ça. Et du coup, est-ce que toi, tu te considères plus muse de cet artiste ou est-ce que c'était vraiment une collab que vous avez faite ensemble où chacune de vous, en fait, a finalement été payée lors de la vente ouais, ou tu étais plutôt muse? Alors, Lulu a été super réglo avec moi. Parce qu'il faut savoir que Lulu, elle a quand même aidé pas mal de personnes à pouvoir vivre de son art. Alors muse, j'étais un peu muse et collab, mais je pense plus muse et en fait on est aussi devenu, enfin je la considère un peu comme ma crypto mama. J'adore. Et parce elle pourrait avoir l'âge de ma mère et elle a été vraiment présente pour moi, enfin puis même dans les deux cas. Et donc non, c'est collaboration, muse et bonne entente parce que c'est un milieu aussi où si ça ne matche pas les personnalités, on se parle pas et on travaille pas ensemble. Et donc non, ça a été vraiment juste on s'est super bien entendu. Au début, elle passait par Mighty, donc Genius Corp, et en fait, par la suite, on a tellement bien matché qu'on a commencé à communiquer ensemble. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont un peu peur d'aller lui parler parce qu'elle est très scred et tout. Donc, je sais que souvent, les gens venaient me dire en mode « Ah, tu la connais ?» Et j'étais là « Oui. » Et je sais que ça reste un mystère pour beaucoup de personnes, en effet. Bah, même le fait que tu parles d'elle comme d'une femme, parce que, enfin, moi, c'est vrai que spontanément, quand j'ai vu son travail, j'ai toujours pensé que c'était une femme. Et Jessica, je pense que c'est pareil. Mais je me souviens qu'on avait eu cette discussion une fois avec Jessica en mode est-ce que c'est public, que c'est officiellement une femme, est-ce que c'est... Enfin, on savait par quelqu'un que c'était vraiment une femme, mais on savait pas dire un forcément... truc là, du coup. Attention. Attention, elle va m'engueuler. Mais c'est quoi du coup la différence entre le milieu de la musique et le milieu de la musique NFT? Parce que c'est vrai je trouve on a beaucoup entendu parler des NFT au niveau de l'art visuel, mais la musique, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus niché que ce qu'on a en termes d'art visuel. Et peut-être que tu peux tout simplement en parler en quelques mots pour que les gens comprennent un peu à quoi ressemble ce marché. En fait, ça se passe comment quand on a envie d'acheter un NFT de musique, par exemple? Alors c'est tout simple, hein. Tu crées, par exemple, tu peux vendre ton single, mais quand tu vois qu'un stream sur Spotify, il te revient à, je sais pas, 0,0003 centimes, en NFT, tout de suite, ça prend plus de valeur parce que les gens ont une considération pour ton art. Et en plus de ça, dans la musique, enfin les NFT de la musique, c'est vraiment les gens sont là plus pour l'énergie que tu envoies plutôt que pour la perfection vocale et pour tout ce qui est en fait le but n'est pas de signer dans un grand label. Le but c'est vraiment de pouvoir vivre de sa musique en étant soi et surtout en partageant avec des gens qui font de la musique différente. Dans mon crew, tu as NJ qui fait un peu qui DJ de funk. Moi qui fais de la pop, rap, électro. Tu as Arthur qui fait de la techno,
je sais, de la techno. Enfin, j'imagine qu'il pourrait mieux définir, mais bon, de la techno. Moi, je dirais un peu slave, mais je pense qu'il dirait non. Mais bon, voilà. Tu as Vector qui fait plutôt de la drum and bass et éclectique méthode qui lui est plus dans des remixes d'interviews. Il est vraiment dans le glitch musical. Et en fait, on peut faire une soirée tous ensemble sans que ce soit une soirée 100% rap. Enfin, il y a vraiment ce truc où c'est des personnalités qui matchent. On vient faire la fête ensemble avec plein de types de musique différentes. Donc, on a fait des soirées aussi à l'hôtel de Lota, du coup, sur CryptoVoxel. Et voilà, après, je vends aussi mes clips en NFT. Donc comme ça me permet aussi, moi, de rémunérer tous les gens avec qui je travaille. Parce que dans le milieu mainstream, je suis pas connue. Alors, en vrai, je devrais, j'ai pas de fonds à payer pour payer mes réalisateurs, même ma productrice, etc. Mais avec, en fait, la crypto, je peux me permettre, en fait, de diviser tout à juste prix, hein. Ce que je sais pas, je me prends plus une gratte ou quoi, c'est que, en fonction du nombre de personnes avec qui je travaille, je divise tout. Et ça permet de faire vivre mes amis, enfin, les gens avec qui je travaille, qui sont eux pas dans les NFT, mais qui, en fait, en font partie, mais indirectement, parce qu'eux, ils font des études autres, ou ils sont producteurs dans leur coin. Et ça permet, en fait, de faire vivre un peu tout le monde, chacun de son côté. Et ça, c'est le plus important pour moi, c'est que chacun puisse vivre de son art. C'est qu'on fait pas ça gratuitement. Et dans le milieu mainstream de la musique, souvent, les gens, ils veulent pas payer parce qu'ils ont pas de sous. C'est toujours de l'aide, et ça, je comprends. Parce que quand t'as pas de moyens, mais moi, quand j'avais pas de moyens, je faisais mes clips toute seule. Tu vois. Ouais. Et donc, de pas profiter, en fait, du travail des autres. Et, tu vois, mon réalisateur Néo Ibris, Yanis Briki, lui, il est aux Beaux-Arts. Et depuis que je travaille avec lui, j'ai toujours pu le payer, même si c'est pas grand-chose. C'est quand même, je reconnais son travail. Et ça, je trouve, c'est vraiment le plus important et ce qui me plaît dans les NFT. Intéressant parce que tu as parlé de personnalité et je pense que ça, c'est vraiment… Enfin, déjà, moi et Annelise, on est collectionneuses aussi et je ne sais pas pour toi, Annelise, mais en tout cas, même dans les arts visuels, moi, je ne regarde pas forcément la technique de l'œuvre que j'achète. En fait, je suis tout d'abord attirée par la personnalité de l'artiste, en fait. Tu le découvres sur Twitter, t'aimes bien, tu te reconnais peut-être dans ce qu'il ou elle fait et tu achètes en fait l'artiste avant d'acheter l'œuvre et finalement vu que tu aimes bien la personne, tu vas aimer l'œuvre et aussi, enfin, je trouve que c'est aussi un des pouvoirs du Web3, c'est que ça laisse la place à plus d'expérimentation de la part des artistes. Parce que même si tu viens du milieu de l'art traditionnel, tu as toujours des intermédiaires qui vont te dire ah, stop, tu t'arrêtes là, ce que tu fais, ça va pas plaire, ce que tu fais, ça rentre pas dans les normes, etc. Mais j'ai l'impression que dans le Web3, en fait, il y a tellement de monde, vu que c'est en ligne, c'est global, il y en a pour tous, en fait. Et du coup, c'est vraiment, le Web3, je trouve que c'est très spirituel et c'est un truc qu'on met, alors, on le met pas assez en avant pour l'instant, mais quand même, quand je vois sur mon feed Twitter, on reste sur des personnalités de personnes ultra ouvertes et je pense que sans ça, on se serait jamais rencontrés parce que dans l'art traditionnel, on rencontre des gens un peu comme nous et en fait, on tombe en fait dans des cercles fermés et c'est ce que j'aime vraiment. Moi, je vois tous mes nouveaux copains dans le Web3, on est tellement différents, mais c'est vraiment ça que j'aime parce qu'on est liés par les énergies, par des choses bien plus profondes que ce que la société aimerait nous caser et ça, c'est vraiment ce qui m'a plu. Au niveau de tes acheteurs, par exemple, c'est qui achète ou en tout cas qui t'achète à toi des NFT de musique? Alors, au début, ça a été plusieurs personnes parce que vu que Lulu avait une grosse communauté, ça passait par elle. Et moi, j'avais pas Twitter au début, donc bon, je connaissais pas. Et ça a été, pour moi, Twitter, c'était vraiment l'enfer sur Terre. Alors qu'en fait, une fois que l'algorithme et que tu suis les bonnes personnes, en fait, voilà, c'est comme l'algorithme fait tout le travail. Et puis, les personnes avec qui tu te mets en relation, voilà, ton feed, il est clean. Même s'il y a des bots et tout et que c'est un peu pourri parfois, bon, voilà. Mais ensuite, ça a été de là, j'ai été connue par d'autres personnes qui ont acheté.
Souvent, c'est des personnes qui, en fait, veulent m'aider à ensuite produire mes clips. C'est pas, alors Ouais. ils vont acheter parce qu'ils aiment, mais c'est vraiment un moyen en fait de financer derrière mon art. Et ensuite j'ai donc Basileus, qui est, ben, on dirait un mécène, je dirais, qui lui en fait achète mes NFT pour ensuite les offrir à d'autres personnes. Comme là, mon clip que j'ai fait de NFT Summit, il en a acheté plusieurs pour ensuite que ce soit gagné en concours lors de notre voyage à Lisbonne. Donc en fait, il y a tout un petit marché comme ça qui se crée. Et c'est surtout, en fait, moi, j'ai des gens qui m'achètent en gros et ensuite ces personnes-là les offrent ou les revendent. Et c'est pas moi forcément qui vends directement à plein de personnes, pas pour l'instant en tout cas. Il y avait eu cette période au début avec Lulu, mais après, en fait, ça, je suis un peu, pas un produit, mais en gros, on m'achète pour me revendre ou pour m'offrir, et en fait, ça crée du trafic au final, et, euh, et voilà. Et en termes de prix, tu peux nous donner un ordre d'idée? Alors ça dépend, mais bah puis ça dépend aussi du prix. Enfin l'Ethereum était tellement élevé à un certain moment en 2020 que on vendait cher avec Lulu. Mais enfin on a fait la plus grosse vente avec Lulu, ça a été 9 000 € un NFT. C'était incroyable d'ailleurs, enfin surtout que c'était un NFT, disons un truc d'une main et tout. Franchement moi j'étais choquée. Et ça a été vraiment ma plus grosse vente, ça. Et ensuite, là, pour tout ce qui est mes clips, ça varie entre 250, 600. Bon, après, je peux faire là comme mon clip de NFT Summit, vu que je voulais que ça puisse, enfin, je voulais que ça se soit plus, bah, que les gens puissent l'acheter, quoi, parce que des fois quand c'est trop cher, parce que c'est bien en fait de mettre des produits, enfin des NFT chers, mais quand ça se vend pas, et puis même que les gens puissent avoir accès aussi. Là, je l'ai mis à 85 $, et j'en ai fait 85 éditions. Okay. Donc voilà. Et puis après, je vise plutôt sur le long terme, en me disant que, parce que j'ai commencé mon premier NFT, moi je l'ai fait du coup en mars 2020, et j'en ai refait d'autres, des collages, etc. Et puis bon, après vu que j'ai travaillé avec Lulu, puis la musique, j'ai un peu arrêté de faire ça. Mais le but c'est que d'ici quelques années, ce soit vendu bah, à prix d'or ou pas. Mais en tout cas, c'est là et c'est inscrit dans la blockchain. Et puis moi, ça me suffit. Après voilà, je vis pas dans le luxe non plus, mais ça me permet vraiment de pouvoir profiter, de bouger, faire des concerts, de rémunérer les gens avec qui je travaille et de les fidéliser. Et c'est super intéressant ce que tu dis, et surtout pour, je pense, les autres artistes qui regarderaient cette vidéo, parce que je pense qu'Anis, toi aussi, on a discuté avec pas mal d'artistes, plutôt du monde de l'art visuel, et il y en a plein qui ont, par exemple, minté une œuvre ou deux, tu vois, l'année dernière, et l'ont mis à des milliers d'euros, et ne comprennent pas pourquoi ça ne se vend pas. Mais en fait, je trouve que ce que tu fais, c'est logique, c'est ce que je fais aussi. En fait, je pense qu'au début, ça ne sert à rien de commencer trop haut. Il faut laisser aussi les gens pouvoir acheter ce que tu fais. Et je trouve ça super parce que du coup, ça démocratise en fait ta pratique, et aussi leur donner confiance. Et je pense qu'au fur et à mesure de ta carrière, logiquement, les prix vont augmenter. Et je pense que c'est vraiment la chose à faire, parce que, en tout cas, moi, je le vois comme, c'est vrai que le Web3, c'est un nouveau monde. Il y en a qui sont là depuis avant, il y en a qui sont nouveaux, nouvelles, etc. Mais je pense que quand on vient de rentrer, et du coup, c'est peut-être plus ton cas maintenant, mais pour les artistes qui rentrent, je pense que tu peux pas arriver et être là genre en mode voilà, moi mon art coûte des milliers d'euros et il faut que vous l'achetiez. Non, il faut se faire une crédibilité en fait dans le milieu. Et les gens sont ultra frustrés parce que moi, depuis que je suis dedans, au début, les gens ne comprenaient pas comment je pouvais me faire de l'argent. On m'a demandé plein de conseils que au début je donnais,
gratuitement, mais aussi parce que je voulais les aider. Et j'ai bien mis le point sur la communauté. C'était ultra important. Et souvent, en fait, les gens, ils ont pas le temps, ils ont la flemme parce qu'ils pensent qu'ils vont minter une œuvre et qu'ils vont la vendre à prix d'or. Mais en fait, si t'as pas la communauté derrière, ça ne va pas fonctionner. C'est un peu le même système que les youtubeurs. Les youtubeurs, s'ils ont pas de communauté, ils peuvent pas en vivre. Et en fait, c'est tout. Enfin, de toute façon, Mais pour tout, en fait. c'est Internet. Si t'as pas de communauté, tu n'iras nulle part. Mais c'est comme j'étais à une exposition où le mec vendait des photos ultra chères alors qu'il a pas de nom. Et moi, j'étais prête à lui en acheter une, sauf que 600 € ta photo, mec, je peux pas. Enfin, et je lui dis, t'aurais fait des prints, des petits prints à 50 €, tout le monde les aurait eu chez soi. Et là, t'aurais pu te faire un nom au fil des années. Mais les gens sont tellement pressés de réussir et de vendre à prix d'or parce qu'ils pensent que c'est de l'argent facile, alors que derrière, il y a quand même tout l'aspect communautaire et relation que ça, tu peux pas passer à côté. Quand je leur dis crée-toi un Twitter, flemme. Bah oui, mais en fait, c'est pas sur Instagram que tu vas faire ça. Exactement. Bah, en fait, c'est ce qu'on n'arrête pas aussi de répéter aux artistes avec qui on travaille. Et aussi, moi, il y a quelque chose qui revient souvent, c'est que les artistes, surtout qui viennent du milieu de l'art tradi, me disent souvent, moi, je veux pas dénigrer mon travail parce qu'aussi, on a un peu ce lavage de cerveau dans le monde de l'art où, si tu vends une œuvre en dessous de 100 €, tout de suite, c'est de la merde. Ouais. En fait, quand tu vas sur Object, tu as des œuvres qui coûtent parfois 1 $. Elles sont magnifiques. Et ça ne veut pas dire que c'est pas bien, en fait. Enfin, le prix n'a rien à voir avec la qualité du travail. Et je pense que ça, c'est vraiment un très bon conseil. En fait, il faut créer sa communauté. Sans communauté, il n'y aura pas de vente, il n'y aura rien du tout, en fait. Après, je pense qu'il y a les traumatismes des galeries, de toutes les galeries d'art en général traditionnelles, où il faut tu rentres dans un cercle et tu vas vendre ça très cher. Et en fait, les artistes, ils se disent, mais je vais pas vendre mon NFT à ce prix-là alors que j'ai mis tant d'heures, etc. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Et il faut galérer pour arriver à vivre de son art. C'est parce qu'on n'a pas choisi un milieu facile et il faut être prêt à manger des pâtes ou quoi. Parce que moi, avant ça, je travaillais 8 ans en cuisine, je travaillais en maison de retraite, je travaille depuis que j'ai 15 ans. C'est pas je suis arrivée comme ça. Non, ça a été beaucoup de solitude parce qu'à passer son temps derrière l'ordinateur, c'est pas toujours facile. Mais les gens ne le comprennent pas. Et du coup, voilà. Moi, je dis juste, créez-vous un Twitter déjà. Je vous donne quelques profils à suivre, mais même ça, ils veulent pas. Donc, après, tu peux rien faire. Tu as donné tes conseils. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais bon. C'est ça. Mais t'as raison. Et après, je pense que c'est la même chose pour tout ce que tu fais sur Internet et même pour l'entrepreneuriat de manière générale. À moins d'avoir des gros fonds et de monter déjà une boîte avec beaucoup de fonds ou d'avoir un énorme réseau, si t'as pas un énorme budget publicité, t'es obligé de te créer une communauté, quoi. T'es obligé. T'as pas le choix. De la métaverse, c'est comment tu faisais ta musique dedans? Alors, on prépare chacun un set de notre côté, parce que c'est pas en live, parce que du coup, c'est pas possible avec les moyens, en tout cas techniques de maintenant. Et donc, moi, tout simplement, j'enregistre un genre de live session, mais c'est du playback. Enfin, du coup, je passe mes MP3 dessus. Et puis voilà, on a chacun un set, on passe dans un certain ordre et on envoie ça à la personne qui organise la soirée et via Twitch, etc. La personne diffuse comme une vraie soirée. Il y a les flyers, il y a tous ces trucs-là et les gens sont présents et c'est assez cool. Et du coup, tu rentres toi avec ton avatar dans la métaverse et tu fais un show et tout? Alors non. Du coup, moi, j'aime bien et je participe et il y a le chat et on échange avec les personnes qui ne connaissent pas. Donc, ce qui est sympa, c'est que parfois, il y a des Français et ils sont super contents d'entendre une Française parce que c'est quand même parfois, surtout CryptoVoxel, c'est un peu niché quand même. Et puis, tout le monde parle en anglais. C'est vrai que moi,
bon, je parle anglais, mais j'aime bien quand même assumer ce côté français pour pas non plus trop. Je suis française, donc je vais pas non plus me prendre pour une américaine ou quoi, et puis parler tout le temps en anglais. Puis ça permet aussi d'apprendre le français à mes amis américains ou quoi, tu vois, il y a pas de. J'adore. Et c'est Oui, vu c'est avec comment d'ailleurs? notre avatar, et puis on danse, on échange, et puis il y a du coup la projection, un écran Twitch, et les gens dansent devant, et il y a des flammes, il y a des cœurs, des trucs. Enfin, il y a vraiment une énergie assez incroyable qui s'en dégage, et c'est toujours des trop bonnes soirées. Après, on est chacun chez soi en train de boire l'apéro, en train de danser devant l'ordi, mais c'est quand même super cool, quoi. Ouais, c'est trop cool, j'adore. Mais il y Et a alors, aussi la légitimité, en fait. C'est que tu peux être une grosse galerie connue. Si t'es pas légitime dans le milieu du Web3, en fait, ça marchera pas. Et c'est aussi ça qui est intéressant, tu vois, c'est de voir que tu as des grosses marques qui se lancent, et en fait, ils arrivent avec des gros budgets, et en fait, bah, c'est nul parce que t'es pas légitime. C'est pas parce que t'as la hype dans le monde réel que tu l'auras dans le Web3, et Ouais. que tu pourras rencontrer des pionniers du milieu. Et ouais. c'est aussi ça qui est cool, c'est que ça reste quand même, malgré tout ce côté mainstream, ça reste quand même ultra niché dans la base du Web3 et des NFT. Tu peux pas arriver comme ça, créer ta métaverse parce que tu as plein de budget et que tu es une galerie connue. Mm. Parce que les gens, même moi, je vois mes potes qui sont artistes traditionnels, ils ont pas des bons PC, ils sont pas sur Internet, et donc en fait, ils s'en fichent. Donc tu peux créer ce que Ouais. tu veux, les gens n'iront pas. Et Ouais. comme ce que disait Jessica avec les artistes qui viennent, qui pensent qu'ils vont juste vendre un ou deux NFT et après ils vont se barrer, quoi. Alors Ouais. que finalement, si tu montres pas que genre t'es prêt à t'investir un minimum dans l'écosystème, bah en fait, il va rien se passer. Ou alors c'est juste un gros coup de chance. Enfin, il y en a eu quelques-uns qui ont eu des coups de chance, mais à part ça, c'est vrai que Ça, la Ouais, mais légitimité. Et je vois, il y a beaucoup de. Moi, je voulais m'associer avec, je dirais pas le nom, mais avec une marque du coup qui est vraiment pas dans le monde, dans l'IRL. Et en fait, j'ai vu qu'ils faisaient des avatars d'influenceuses, de blogueuses, et j'ai dit en fait, bah non. mm, Et lui m'a dit, t'as la légitimité. Et j'ai dit, ouais, toi, t'as un peu la hype, donc ça pourrait m'intéresser aussi pour ma musique. Mais quand j'ai vu qu'il crée des NFT, des avatars d'influenceuses qui sont même pas, enfin, oui, juste qui pour le savent côté même pas hype, ce que c'est que le Web3, quoi, limite. et bah, j'ai dit, j'ai envoyé un message et je lui ai dit, désolé, mais en fait, c'est pas du tout mon état d'esprit, et je veux pas m'associer avec des gens juste pour la hype. Ça, c'est un truc que je suis hors hype, et c'est pas possible. Donc, non. Mais donc, c'est pour ça que c'est très spécial comme milieu, mais moi, ça me plaît, et c'est assez profond, mais les gens, s'ils s'y intéressent pas, bah, il se passe rien. ouais, mais ce que tu dis, c'est hyper intéressant parce que finalement, c'est un milieu qui est ultra inclusif par rapport à ce qu'on a dans notre société actuelle où les grandes marques prennent le dessus, les artistes déjà reconnus prennent le dessus. Là, en fait, tout le monde a le droit de faire ce qu'il ou elle aime et tout le monde a le droit d'avoir j'ai le mot en anglais, de la recognition. Ouais, De la reconnaissance. reconnaissance. On passe trop de temps dans le Web3 là. Mais tout le monde a le droit à de la reconnaissance. Et moi, je trouve ça magique parce que c'est vrai qu'on voit des marques qui viennent tous les jours. Il y en a plein qui font des gros flops avec leurs projets NFT. Et en fait, bah, ça en dit vraiment sur la réalité. C'est que on ne cherche pas. Parce que toi, tu as beaucoup performé aussi dans la métaverse. On est d'accord? Enfin, pas mal performé dans la métaverse. Est-ce que tu préfères faire des performances en IRL ou est-ce que tu trouves qu'une combinaison des deux reste importante? Bah, j'aime les deux, et j'aimerais vraiment que dans le futur, ce soit encore plus, tu vois, comme il y a Snoop Dogg qui a fait des shows, bon voilà, c'est pas le même budget, mais faire vraiment plus en studio avec fond vert, enfin vraiment des choses. Puis j'aimerais bien aussi me modéliser à un moment donné quand je pourrais, quand j'aurai les moyens ou que je rencontrerai quelqu'un avec qui collaborer, vraiment de devenir un avatar. Enfin ça fait vraiment partie de mes projets futurs, de me faire modéliser. Enfin ça fait déjà plusieurs années que j'y pense, mais bon voilà, c'est quand même des gros moyens. Et
et voilà, non, le but, c'est vraiment de lier les deux. C'est bizarre. Donc voilà, arrêtez d'avoir peur, c'est ça mon conseil. C'est un bon conseil, je trouve. Ouais. Okay, super. Faut se lancer. Et moi, je voulais juste rajouter, avant qu'on termine, il faut arrêter d'avoir peur, surtout que le Web3, c'est assez récent et qu'il y a beaucoup de choses à construire. Et du coup, il y a beaucoup de possibilités en tant qu'artiste, en tant que builder, en tant que tout. Même des architectes. En fait, tous les métiers vont pouvoir être créés, mais c'est que les débuts. Et c'est quand même cool qu'on soit présent pour ça. Enfin, en tout cas, moi, je pense je suis tombée là-dedans un peu, on va dire, par la force, enfin même pas par la force des choses, mais par inadvertance même, je dirais. Et au final, c'est les débuts et c'est trop bien de vivre ça. Enfin, moi, je sais qu'avec Mighty, quand on s'appelle, on est ultra excités et lui, il fait énormément de sacrifices parce qu'il est ultra passionné par le milieu et du coup, il passe beaucoup de temps dessus. Mais en fait, c'est ultra excitant d'être à la création d'un monde et moi, ça m'excite. C'est tout. En fait, je pense que ça m'ennuyait un peu de vivre dans ce monde et depuis que j'ai ça, en tout cas, ça m'a changé la vie clairement. Oui. Je me sens plus aussi seule et incomprise. Voilà, on rencontre plein de gens avec qui on échange sur tout et puis les gens parlent vachement à cœur ouvert. Enfin, je vois dans mes groupes de discussion, les gens parlent beaucoup de leur santé mentale. Enfin, il y a vraiment un truc où c'est ultra inclusif, en fait. Et je pense que le Web3, c'est le milieu le plus inclusif du monde. Il n'y a pas plus inclusif que ça parce que les gens sont connectés par autre chose que par leur, par ce qu'ils représentent dans la société avec les cases, etc., les genres, etc. Enfin, nous, on ne fait même pas attention à ça parce que c'est pas ça qui compte. On est liés par quelque chose de plus grand. Et moi, c'est ce que j'aime, en tout cas. Et puis, ça ouvre les esprits. Oui, je suis d'accord. Moi aussi, ça a changé ma vie, donc je te comprends à 100%. Peut-être que cette vidéo, dans 10 ans, ça se trouve, ça va être un collector. Ouais. Ouais. On vendra ça en NFT. Quand il y aura eu l'apocalypse, la troisième guerre mondiale, ça se trouve, ils retrouveront tout ça et diront, mais waouh, c'était incroyable. C'est des dinosaures, des gens. Quand on sera tous des cyborgs et tout, qu'il n'y aura plus l'espèce humaine, on sera les derniers humains à voir, les premiers humains à être entrés dans ce nouveau monde. Enfin, bon, c'est quand même drôle. Ça fait peur, mais c'est aussi drôle. Donc... Ouais. En tout cas, merci beaucoup, Kaslab. C'était trop intéressant de discuter avec toi. Et de toute façon, on te reverra dans des events en ligne ou dans la vraie vie. Dans les deux. Et je vous inviterai avec plaisir à mes prochains concerts ou événements qui se passeront.